Justement, j'allais poser la question euh, que j'ai entendue souvent. Dès que quelqu'un parle de finance et semble se connaître, la première question qu'il reçoit ou qu'elle reçoit est souvent qu'est-ce que je devrais acheter? Dans quoi est-ce que je devrais investir? Comment est-ce que vous répondez à cette question-là dans le sens où est-ce que vous avez une réponse clarinette, achète du Bitcoin par exemple, ou en fait faites vos recherches parce que bon, vous devriez en venir vous-même à la conclusion à savoir quoi acheter et quand. Et ça, c'est une question qui est toujours difficile, tu sais, parce que moi, on me demande, la façon de répondre à ça, c'est complexe pour moi parce que j'ai une thèse d'investissement. Fait que, tu sais, c'est sûr que je peux parler de ma thèse d'investissement. En ce moment, par exemple, j'aime mieux les obligations que les actions. Je suis plus neutre au niveau des actions, mais je short un peu plus les actions aussi. Euh, mais c'est une thèse d'investissement qui peut changer du jour au lendemain en fonction des indices que je récolte dans le marché. En ce moment, on est à un point d'inflection point. Je sais pas comment on dit en français, là, mais un point de convergence ou un point de changement important dans les marchés où on est à un moment où les niveaux actuels doivent tenir, sinon le marché peut perdre un autre 15 à 20 selon moi. Tu sais, c'est un niveau important. Tu sais, c'est sûr qu'en ce moment, je pourrais dire voici ce que je fais, sauf que du jour au lendemain, je peux avoir une opinion complètement divergente, différente en fonction de ce que je vais voir. En trading, on dit souvent strong opinions weakly held. On pense avoir des opinions fortes et avoir certaines convictions, mais on doit toujours avoir en dedans de nous cet objectif de challenger notre opinion et d'être capable de changer son fusil d'épaule extrêmement rapidement. Puis c'est l'avantage du macro trader sur des marchés liquides, c'est que moi, en l'instant de quelques secondes, je peux complètement renverser une position. Tu sais, je peux liquider une position en quelques secondes et puis même de prendre une position inverse. Donc, ça me donne une flexibilité énorme parce que je vais trader seulement sur des futures, des index, etc. Pas beaucoup d'actions. Donc, ça me permet d'avoir cette flexibilité-là. Ensuite, tout le monde, évidemment, tout le monde doit faire ses propres, tout le monde doit avoir sa propre opinion, tout le monde doit faire ses propres devoirs. Puis ça dépend toujours de son type de trading ou d'investisseur. Tu es un investisseur à long terme ou tu es un investisseur à court terme. Mais à un moment donné, même si tu es un investisseur à long terme, s'il y a un changement de paradigme et qu'on a atteint un sommet dans les marchés puis qu'on revoit pas ce sommet-là, pendant 20 ou 30 ans. C'est un peu le cas au Japon. Hein. Tu sais, si on regarde le Japon en 89-90, on a atteint le sommet. Puis pendant 30 ans, le marché a été baissier. Donc, si je me trompe pas, le marché pendant 30 ans a généré du 0,30%, quelque chose comme ça, là. Annuellement. Ou du moins 0,30% annuellement, là, tu sais, pendant 30 ans. Fait que ça a été un marché extrêmement difficile. Fait que, si on regarde l'histoire, on Ben, doit faut réaliser. mentionner que le Japon, avant ça, avait connu un boom, une croissance économique et du prix de leurs actifs financiers, l'immobilier et la bourse en particulier, incroyable aussi. Et ben, après, ça a éclaté. T'as eu la bulle qui a éclaté finalement. 100%. C'était l'ère de Sony, l'électronique, dont les Japonais étaient les champions d'électronique, des nouvelles voitures, etc. Puis, oui, il y a eu une explosion. Si je ne me trompe pas, le marché a augmenté plus de 16 fois en je sais pas combien d'années, mais ça a été une grosse augmentation. Mais on peut faire la comparaison avec le Nasdaq américain aujourd'hui. Tu sais, fait que c'est sûr que si on regarde, oui, il y a eu surtout dans les 15 dernières années, une explosion au niveau du marché boursier. Mais c'est possible qu'on soit près des sommets. Puis si on est près des sommets, ben qu'est-ce qui va se passer pour l'investisseur et pour les fonds de pension qui ont seulement une vision à long terme et qui pensent que le marché boursier va monter ad vitam aeternam. Donc, votre conseil serait peut-être à un épargnant moyen de continuer à épargner à épargner dans son compte comment dire, dans son fonds de pension, excusez,
Mais peut-être de se garder l'argent pour être plus agile et gérer son propre folio puis essayer de prendre avantage des changements potentiellement à court, moyen et long terme parce que j'allais dire son fonds négocié en bourse, c'est pas ça, mais son fonds de pension va pas nécessairement le faire aussi rapidement que lui peut le faire après. Il y a un peu plus de risques impliqués, j'imagine. Là. Pour tout passionné de finance et de marché financier, il faut prendre en charge au moins une partie de son portefeuille. Parce que c'est là qu'on arrive à comparer ce que notre courtier est capable de faire comme résultat et de voir ce que nous, on est capable de faire aussi. Et puis, tu sais, moi, je le vois d'une façon diversifiée, c'est-à-dire que faut toujours regarder, tu sais, si par exemple, moi, je gère une partie de mon portefeuille, puis j'ai un courtier qui gère une autre partie, mais je vais regarder ce que le courtier fait, mais je vais pas prendre les mêmes trades, là. Je vais regarder, je vais essayer de prendre des positions diversifiées, différentes de ce que le courtier fait. Puis peut-être que je vais être plus short pendant un certain temps en me disant que le marché va baisser. Puis ça, c'est pas très difficile de le faire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fonds négociés en bourse qui te donnent, si tu achètes un fonds négocié en bourse qui est inversé, on appelle ça un inverse ETF, ben là, à ce moment-là, tu peux profiter d'un marché boursier et là, tu viens automatiquement diminuer la volatilité dans ton portefeuille. Tu peux le faire avec des options aussi. Des options, des calls puis des puts. Des calls, ça te permet de profiter si le marché monte. Des puts, si tu achètes un put, ça te permet de profiter si le marché baisse. Puis il y a des occasions dans le marché où quand la volatilité est très basse, dans le marché, il y a une vérité absolue. C'est quand il y a une contraction de la volatilité, il va dans un marché liquide. Quand je dis liquide, c'est un marché, des marchés publics où il y a beaucoup de in and out, d'achat et de vente. Quand il y a une contraction de la volatilité, il va toujours y avoir une explosion de la volatilité par la suite. Fait qu'on peut le voir avec une baisse de volume. Dernièrement, par exemple, avant qu'il y ait les gros mouvements sur le Nasdaq et sur le S&P, sur les marchés boursiers, suite au tarif de Donald Trump, en début du mois de mars, on peut voir que le volume était extrêmement bas. Donc, on peut voir qu'il y avait une contraction de la volatilité, puis on a eu une explosion de la volatilité. Fait qu'à ce moment-là, l'assurance que tu prends avec ton option, ton put, elle est peu dispendieuse. Donc, tu peux acheter un put, pas très cher, qui va te permettre, c'est comme si tu achetais une assurance sur ton portefeuille. Donc, si oui, tu n'as pas envie de vendre ton portefeuille pour plein de raisons, ça peut être des raisons fiscales, ça peut être des raisons, bon, tu veux pas rebalancer ton portefeuille, ben, tu vas te prendre une assurance avec un put. Donc, si le marché baisse, ton put va prendre la valeur. Puis, évidemment, il faut savoir quand vendre, quand prendre des profits sur ton option. Mais si tu arrives à bien le faire, puis ça, c'est pas des stratégies très complexes à faire.